L'émergence de la zone CEMAC réside en partie dans sa capacité à rendre son secteur économique et financier dynamique. Le marché financier doit tirer sa révérence à travers l'agilité des flux financiers et la fertilité dans l'extraction des biens économiques. La nécessité d'évoluer vers la finance des marchés, une source de financement pour l'économie indispensable à des investissements de long terme, avait procédé d'une volonté politique au regard des canaux traditionnels de financement limités. À l'image des marchés financiers dans le monde, l'avenir du marché financier de la CEMAC doit reposer sur une stratégie inclusive afin d'accompagner le développement économique, de soutenir la montée d'un véritable tissu industriel et de contribuer à l'édification d'une zone d'intégration forte et prospère. Dans ce numéro de Gabon Echo, nous allons analyser l'importance des marchés financiers dans le développement économique des pays de la zone CEMAC, les performances actuelles de la BVMAC, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, les obstacles à monter pour dynamiser les marchés régionaux et les stratégies à adopter pour attirer des investisseurs. Pour en parler, nous recevons Charles Besnik-Mbeng. Bonjour monsieur et soyez le bienvenu à l'émission Gabon Echo. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. D'abord, qui est Charles Besnik-Mbeng? Alors, Charles Besnik-Mbeng, c'est un Gabonais qui est doctorant en finance à l'université Paul Valéry de Montpellier et qui est également expert financier ayant collaboré avec plusieurs institutions comme la Banque des États de l'Afrique centrale, la Banque mondiale et avec plusieurs agences des Nations Unies. Merci encore de votre disponibilité. Pour conduire ce débat, Gérard Malekou. Bonjour Gérard. Bonjour Fabien, bonjour Monsieur Mbeng et bienvenue à Gabon Echo, c'est chez vous ici. Et surtout, bienvenue aussi à nos fidèles de Gabon Echo. Nous avons pour le service web Patrick Demabio et à la prise de son Wilfried Nzo Untutum. Je suis Fabien Ngio Kimvele. Gabon Echo, c'est maintenant. Alors, pour une bonne compréhension de nos auditeurs, monsieur Besnik-Mbeng, qu'entend-on par marché financier? Alors, quand on parle de marché financier, le plus souvent, je dis à mes étudiants, comme je suis aussi enseignant de finance au passage, je leur dis souvent, l'économie ou la finance, c'est le quotidien. Quand on parle de marché financier, c'est, comme on le définit, c'est un lieu d'échange où se rencontrent les offreurs et les demandeurs. Et là, on parle de quoi? On parle de capitaux, on parle d'investissement. Donc, c'est un lieu de rencontre où ceux qui sont en besoin de financement rencontrent ce qui peut leur offrir ces différents moyens de financement. On ne peut être plus clair, justement, mais quel rôle jouent justement les marchés financiers dans le développement économique des pays membres? Alors, il faut comprendre que leur rôle est très important et primordial parce que les marchés financiers permettent effectivement aux particuliers ou encore aux entreprises, on peut même aller jusqu'aux États, de pouvoir investir leur argent de façon productive, ce qui encourage la création de capital et par conséquent le financement des investissements d'un pays. Si on peut prendre l'exemple en 2023, les entreprises cotées par la BVMAC, comme on parle bien évidemment de la BVMAC, ont levé environ 30 milliards de francs CFA, ce qui a permis de financer des projets d'infrastructure et d'innovation. De plus, il est important de préciser que les marchés financiers favorisent la transparence de la bonne gouvernance, attirent les investissements étrangers, ce qui a été le cas en 2022, où on a eu des IDE, dont les investissements directs étrangers, dans la région qui ont atteint plus de 20 millions ou disons 200 milliards de francs CFA pour ne pas parler en USD. En partie grâce à une meilleure visibilité des entreprises. Enfin, les marchés financiers également contribuent à la création des richesses pour les ménages, renforçant ainsi la stabilité économique globale de la région. Monsieur Mbeng, lorsqu'on vous suit, tout ce que vous dites est tellement intéressant. Mais alors, qu'est-ce qui explique justement l'immobilisme ou la mauvaise perception des ménages et de quelques entreprises encore au niveau de la sous-région par rapport au fonctionnement de ces différents marchés?
Alors, il faut dire que nous n'avons pas une culture financière dans notre région. C'est ça le problème. Et le problème vient non seulement des marchés financiers, mais également de la population. Pourquoi des marchés financiers? Les marchés financiers ne communiquent pas assez sur leur rôle, leur importance et quel peut être le rôle que peut jouer la population sur ce dernier. Donc, il y a un manque de communication, il y a un manque de formation, parce qu'effectivement, il faut former la population à avoir une culture financière. Alors, de l'autre côté, la population également joue un rôle dans l'état amorphe, si je peux le dire, de marché financier dans notre zone, parce que nous ne nous intéressons pas assez de tout ce qui est question d'économie, de tout ce qui est d'investissement sur le marché. Or, aucun marché ne peut fonctionner sans sa population, sans ses États, parce que comme je le disais, c'est un lieu de rencontre entre investisseurs privés ou encore des États, avec ceux qui offrent des investissements et ceux qui sont en besoin d'investissement. Parce que, pour aller un peu plus loin, quand on fait des appels publics à l'épargne, on les fait sur les marchés financiers. Et qui dit appel public à l'épargne dit un Gabonais lambda qui a ses 100 000, ses 200 000 ou ses 25 000 posés quelque part est à même d'apporter cet argent pour pouvoir investir dans un projet où il sera rentabilisé un peu plus tard. Donc, ce sont toutes ces questions, si ce n'est que pour citer celle-là, qui aujourd'hui contribuent au mauvais état ou à la mauvaise information de notre zone actuellement. Monsieur Mbeng, d'où l'importance de l'éducation financière. Exactement, exactement. Mais ça veut tout simplement dire que les Gabonais doivent comprendre qu'ils peuvent souscrire à l'épargne. Mais la notion de l'épargne aussi est un problème dans notre culture. Alors, c'est vrai que la notion de l'épargne est un problème dans notre culture. Il faut comprendre que la culture du Gabon n'est pas très loin de celle de toute la région. Alors, nous sommes un même peuple, nous sommes une même race et nous avons presque le même climat, que ce soit un climat économique, climat tropical où on peut parler de tous ces aspects. C'est question d'éducation. Nos populations, ou disons, nous-mêmes, nous n'avons pas été éduqués à une gestion financière, si on peut s'exprimer ainsi. Nous, on nous a toujours dit, il faut aller à l'école. C'est l'école qui vous amène à réussir. Une fois que vous allez à l'école, vous avez déjà réussi. Jamais un jour, on ne nous a dit à la maison, voici 10 000 pour ton taxi de la semaine. Ce serait peut-être bien que tu puisses essayer de voir comment tu peux rentabiliser ces 10 000 ou comment les mettre de côté pour pouvoir t'aider à régler un problème plus tard. Alors, nous n'avons pas une éducation à l'épargne. Et ça, c'est depuis le bas âge. Et ce sont des choses qu'il faut absolument changer. Si on parle justement de l'épargne, c'est pour évoquer des souscriptions, voilà, c'est bien dit, à la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Alors, quels sont les indicateurs actuels de performance de la BVMAC? Alors, quand on parle d'indicateurs de performance de la BVMAC, cela ramène chez nous en économie ou en finance. Le plus souvent, quand on parle d'indicateurs, cela nous ramène à faire une analyse des différents rapports qui ont été publiés. Donc, récemment, la BVMAC a publié son rapport d'activité de 2023 qui a été publié en octobre 2024 parce que celui de 2024 n'est pas encore disponible et dans lequel il est fait état sur la situation actuelle ainsi que le fonctionnement de cette bourse. Donc, la première, si on veut parler d'indicateurs, le premier indicateur qu'il faut varier, c'est il faut regarder les montants de transactions effectuées sur cette fameuse bourse. Alors, aujourd'hui, on parle de 150 milliards de francs CFA qui ont fait l'objet des transactions durant la période 2023, autant pour moi, marquant ainsi une augmentation de 20% par rapport à l'année 2022. Donc, le deuxième indicateur très important, c'est le nombre d'entreprises qui sont cotées dans cette bourse. Alors, on a également observé dans ce rapport, bien sûr, parce que c'est notre source d'information officielle mise à notre disposition, qu'il y a eu environ 20 sociétés, ce qui témoigne d'un intérêt assez croissant du marché. Parce que pourquoi on dit que c'est intéressant? Parce que
il y a 3 à 4 ans, on parlait d'environ 5 sociétés qui étaient cotées en bourse, ce qui était vraiment inacceptable pour une si grande bourse, d'une zone assez forte en économie comme la nôtre. Et pour atterrir, on peut parler d'un dernier indicateur qui est même l'indicateur phare d'une valeur mobilière, qui est l'indice BVMAC. Alors l'indice, on le retrouve également dans plusieurs bourses, parce que c'est très important. Et notre indice BVMAC a enregistré une hausse de 15%, reflétant ainsi les tendances positives des actions dans notre zone. Donc ce sont tous ces indicateurs-là qu'on peut souvent regarder quand on veut apprécier ou analyser une bourse. Nous allons y revenir, M. Mbengue. Justement, pour une entorse va être faite sur notre protocole d'interview pour mieux comprendre ce concept-là, justement, et l'importance de ce marché. Pendant longtemps, au niveau de la sous-région, nous avions quasiment, on va dire, 2 bourses concurrentes, celle de Libreville et de Douala. Qu'est-ce qui a justement causé, on va faire de l'histoire, cette dualité? Comment a-t-on fait pour résoudre ce problème? Et finalement, la COSUMAF, quel était son rôle? Quel organe régulateur? Alors, il est vrai que c'est une question qui a toujours été d'actualité, parce qu'effectivement, au Cameroun, on avait Douala Stock Exchange, qui était la bourse camerounaise, en dépit de la BVMAC qui existait. Et effectivement, c'est ce que je disais à l'entrée, que nous avons des problèmes d'harmonisation des politiques, que ce soit des politiques économiques, fiscales ou publiques. Parce que il est quand même compliqué, il est quand même difficile de pouvoir avoir 2 bourses dans une même région. Surtout qu'une bourse appartenant à un État entier qui effectue ses opérations boursières au détriment de la bourse régionale qui existe. Et je ne vais pas dire heureusement, mais aujourd'hui, on se retrouve bien évidemment avec la BVMAC et Douala Stock Exchange aujourd'hui n'est plus d'actualité, ne fonctionne plus. Je pense que tout ceci est dans la volonté des chefs de l'État de pouvoir effectivement collaborer ensemble pour faire avancer la zone. Alors justement, dans la même veine, alors quels obstacles freinent justement le développement des marchés financiers dans la zone? Alors, notre marché financier rencontre plusieurs obstacles significatifs, et pour bien comprendre la difficulté, il faut comparer l'état actuel de cette zone avec la réalité des autres marchés voisins. En faisant une analyse comparative sur 2023, on constatera par exemple que le volume des transactions de la BVMAC n'a atteint que 150 milliards, comme je le disais, de francs CFA, constatant si on le compare avec les 1200 milliards de francs CFA qu'a réalisé la BRVM, qui est la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui souligne ici un manque de liquidité. Et ce faible volume est en partie dû à une culture d'investissement peu développée, avec seulement 2% de la production active investissant dans les actifs financiers contre 10% en Afrique de l'Ouest. Donc on comprend ici que on a 2% de la population qui s'intéresse à tout ce qu'il y a comme investissement en bourse, contre 10% de l'Afrique de l'Ouest, tant bien même on sait que l'Afrique de l'Ouest dispose d'une population assez considérable. En dehors de ces éléments, on a aussi un problème d'infrastructure technologique dans la CEMAC. Et ce qui veut dire que le plus souvent, les outils utilisés sont obsolètes. Et pour pouvoir les compenser, on est obligé d'utiliser des moyens qui sont plus ou moins très coûteux. Quelques exemples concrets, M. Mbengue? Alors, quelques exemples concrets. On a les investissements aujourd'hui dans la zone de la BRVM qui se font de façon technologique. Ça veut dire qu'il y a des applications, il y a des plateformes numériques qui ont été développées de sorte à ce que si quelqu'un est intéressé par un appel public à l'épargne, depuis sa maison, il prend son téléphone, connecté à son compte, il fait son apport et puis c'est fait. Or, ici, vous le voyez souvent, quand on fait des appels publics à l'épargne au Gabon, il faut aller faire la queue, que ce soit à la COSUMAF ou à la BVMAC, pour pouvoir venir souscrire et apporter son investissement. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui ralentissent, qui freinent le fonctionnement efficace de notre zone.
Alors, comment donc résoudre les problèmes liés à la faible liquidité, la rareté des investisseurs institutionnels ou encore la sensibilisation insuffisante des entreprises locales? Alors, la première chose, c'est qu'il faut renforcer la formation sur l'intelligence ou la connaissance des domaines des financements. Alors, pour être plus concret, cela voudrait dire qu'aujourd'hui, il faut que la population puisse avoir une culture financière. Il faut avoir une culture financière, ça c'est pour ce qui est de la question sur le manque d'informations sur la finance. Donc, il faut aujourd'hui que la BVMAC ou la COSUMAF organise des colloques de formation, des séminaires qui passent dans des médias pour pouvoir informer la population, pour pouvoir rendre formel, parce qu'on a l'impression que c'est un petit cercle fermé où il faut être initié pour pouvoir appartenir à ce monde de la finance. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. La finance concerne tout le monde. Les investissements concernent tout le monde. Ceux qui sont à capacité de le faire peuvent y participer. Alors, pour résoudre le problème de liquidité, effectivement, il faut inviter, il faut solliciter l'apport non seulement des États, mais des populations, des acteurs privés qui disposent des fonds nécessaires pour pouvoir apporter, mettre à disposition et contribuer ainsi au financement des différents projets. L'État a besoin de ces liquidités. La zone a besoin de ces liquidités. Nous avons des acteurs privés qui réalisent des belles choses, qui font des chiffres d'affaires assez considérables pour ceux qui ont des entreprises. Et donc, ce sont des fonds qui peuvent participer au développement des différents projets étatiques. Et pour finir, pour atterrir, il faut encourager les investissements directs étrangers. Il faut attirer des investisseurs étrangers et aucun État ne s'est développé sans l'apport des investisseurs étrangers, sans l'apport des bailleurs de fonds. Et pour que cela continue d'arriver, il faudrait que nous soyons en accord, alignés avec les normes internationales. Vous avez pris un exemple, M. Mbeng, tout à l'heure, lié un peu, comparaison entre la bourse des valeurs, l'Afrique de l'Ouest et celle de l'Afrique centrale, mais moi je voudrais aller encore un peu plus loin. Lorsqu'on regarde un peu le dynamisme justement des bourses de valeurs au niveau de l'Asie du Sud-Est, avec des petits pays, pourquoi ne pas prendre l'exemple sur ces pays qui sont aujourd'hui des modèles sur le plan mondial? Alors, la vérité c'est que ce qui peut marcher chez Alfred, si je peux le dire comme ça, ce qui marche chez Alfred ne marche pas forcément chez Jean. Absolument. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération. Il y a la connaissance des marchés de la population. Il y a l'intérêt que porte cette population. Il y a des caractéristiques géographiques. Et il y a des aspects culturels qu'il faut également prendre en considération. Donc, pour moi je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire de tous les modèles disponibles. D'accord. Mais il faut créer un modèle propre à notre zone. Pour ne pas dire un modèle propre au Gabon, un modèle propre au Cameroun, au Congo, ainsi de suite, et créer un modèle qui passe effectivement un modèle intégrateur, avec en fait. notre zone. Voilà. Exactement. Parce que le plus souvent, on est sorti de là, des périodes où on faisait du copier-coller pour pouvoir réaliser X ou Y projet. Ah non, on n'est plus là-dedans. En Afrique et dans notre zone, on a suffisamment des intellectuels qui peuvent réfléchir, qui peuvent pondre un modèle qui correspond. C'est vrai qu'on ne refait pas la route, mais on peut créer une route qui correspond à notre écosystème. Sans vous couper, on en parlait déjà en off tout à l'heure. Est-ce que les égos justement de nos chefs d'État ou de nos petits États ne sont pas aussi une entrave à ce développement dont vous parlez tout à l'heure? Oui, c'est effectivement, ça fait partie des éléments qui freinent parce que le plus souvent, c'est pas tout le monde qui est un adepte du laisser-passer de la libre circulation. Parce que on a eu, c'était, c'est pas un secret de polichinelle, il faut le dire, c'était le cas avec Douala Stock Exchange et la BVMAC. Parce qu'en réalité, on avait un pays qui considérait que eux ils avaient une économie entre griffes un peu plus forte et donc ils sont en mesure de pouvoir réaliser eux-mêmes leurs opérations boursières. Or, ce sont des éléments qui ne font pas avancer la zone. Aujourd'hui, on parle d'harmonisation économique, on parle d'harmonisation fiscale, d'harmonisation
commercial, même si je peux aller jusqu'à ce point, pour pouvoir faire avancer la zone. Il faut aujourd'hui que lorsqu'on parle des intérêts de la zone, que ça puisse dépasser les intérêts des pays en particulier. Il faut mettre en avant le travail d'équipe, l'harmonisation, pour pouvoir faire avancer notre zone. Et faire avancer notre zone veut dire par ricochet participer au développement des différents pays. Alors, la COSUMAF appelle à une action collective et concertée pour bâtir des marchés financiers à la fois inclusifs, résilients et capables de soutenir une transformation économique durable. Monsieur Mbengue, quel est l'impact que les politiques communautaires sur les performances des marchés financiers? Alors, l'impact est d'autant plus concret qu'autre chose, parce qu'en réalité, ce sont des politiques communautaires qui guident un peu tout ce qu'il y a comme vie, que ce soit vie financière, vie humaine dans les zones. Ce qui voudrait dire aujourd'hui, si on prend le cas par exemple du sommet extraordinaire des présidents de la CEMAC qui a eu lieu, où il est sorti, c'est une proposition qu'ils ont eu à faire de pouvoir passer par exemple du niveau du seuil d'inflation de 3% à 3,2 ou 3% environ par là. Alors c'est une décision communautaire et c'est une décision communautaire qui va impacter toute la sous-région. Cela voudrait dire que aujourd'hui, si y a un Gabonais ou un Congolais ou un Camerounais qui payait ses charges ou le panier de la ménagère à 100 000 francs CFA. Cela voudrait dire que l'année prochaine, il payera à environ 100 200 ou 100 300 francs CFA le même sac. Donc, il y a un impact direct de cette décision sur toute la région et sur la population. Donc, aujourd'hui, les décisions communautaires, les politiques communautaires impactent directement la vie financière et la vie même en général des populations qui y vivent. Et donc ces impacts peuvent être, si les décisions sont mal prises, peuvent être négatives. Mais aujourd'hui, la volonté des différents chefs d'État, je peux m'avancer là-dessus, c'est de pouvoir faire avancer la zone, de pouvoir sortir, par exemple, de l'inflation dans laquelle se trouve. Je voudrais vous prendre au mot, M. Mbengue, pour revenir d'ailleurs sur la préoccupation de Fabien. Nous avons, au niveau de la sous-région, la RDC et l'Angola, qui appartiennent à deux zones économiques. Est-ce que ça ne fausse pas les données, concrètement? Alors, est-ce que ça ne fausse pas les données? Ça dépend déjà de l'appartenance est définie à quel niveau. Quels sont les termes et les termes des contrats, quels sont les éléments qui sont évoqués? Parce que peut-être, je le dis en le pensant ainsi, on peut appartenir à plusieurs zones, mais en limitant effectivement notre degré d'implication, que ce soit dans X ou Y. Parce qu'on peut avoir une appartenance économique à une zone. Et puis on peut pas être jugé parti à un moment donné. Effectivement. Mais effectivement, ce sont des questions qui se posent où on se dit, est-ce que l'idéal est d'appartenir à deux zones? Mais ce sont des décisions politiques. Ce sont des décisions politiques qui sont derrière pour savoir qu'est-ce qui résulte effectivement du contrat qui a été signé de ce partenariat pour qu'on essaie de comprendre les tenants et les aboutissants de ce dernier. Mais effectivement, en termes d'impact, en termes de données, cela pourrait porter un frein à la fiabilité des informations que l'on pouvait avoir dans ce secteur-là. Oui, alors dans le même esprit, et quel secteur émergent présente un fort potentiel pour attirer des investisseurs tant régionaux qu'internationaux? Effectivement, on a avec l'observation de l'évolution du monde et de l'économie, on a plusieurs secteurs qui sortent au jour pour pouvoir participer et pour pouvoir attirer des différents investisseurs, que ce soit au niveau régional qu'international. Nous avons tout d'abord les énergies renouvelables qui, notamment, on parle de l'énergie solaire, qui sont très prometteuses en fait, très prometteuses. Ce sont des énergies qui, durant la période 2023, la capacité installée en énergie solaire avait atteint les 200 000 watts, avec un objectif d'atteindre 1000 watts d'ici fin 2025, attirant ainsi les investisseurs étrangers. On a ce secteur aujourd'hui qui, on le sait, est très captivant.
aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme problème avec la SCG, est-ce que non, il faut le solaire ne serait pas peut-être une solution? Est-ce que inviter un investisseur étant en mesure de pouvoir faire des installations solaires? Parce que aux États-Unis, par exemple, on a des énergies solaires qui soutiennent effectivement les économies des pays pour pouvoir sortir de ce problème. Alors, il y a un autre secteur également qu'on ne prend pas beaucoup en considération et qui est pourtant vital pour nos économies. On parle de l'agro-industrie. L'agro-industrie qui est également en expansion, non seulement dans le monde, mais également dans notre zone, avec une croissance de 10% par rapport à l'année dernière. Donc, on parle notamment de la production de cacao, de café, par exemple, que pourrait générer des revenus d'exportation de 150 milliards de francs CFA d'ici fin 2025. Et pour finir, on va prendre un dernier secteur qui ne peut ne pas être abordé, les technologies. On en parlait tout à l'heure, les technologies, pour dire que c'était l'un des éléments qui freinait le développement par rapport en comparaison avec d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, le domaine de la technologie est un domaine très porteur où beaucoup d'investisseurs sont très intéressés et pourraient s'installer dans la région pour pouvoir aider ce secteur à se développer. En fait, ce n'est pas sortir du cadre, du moins du sujet, que de revenir sur les aspects liés, par exemple, à l'énergie, ou du moins aux énergies. Il y a quelques années encore, je sais que vous n'aimez pas trop le terme, vous en tant que technicien, le pouvoir déchu, n'est-ce pas, parler justement de l'utilisation, n'est-ce pas, de gaz. Aujourd'hui, on parle ce gaz est brûlé. Une bonne partie de ce gaz est brûlé. On a l'installation depuis quelques années de lames qui gaspillent. Moi, je vais parler de manière terre à terre parce que Gabon Echo, c'est cette émission que tout le monde puisse vraiment écouter et comprendre avec des termes faciles à comprendre, si je peux me répéter. Vous, en tant que technicien, que direz-vous justement aux dirigeants par rapport à ces deux aspects, connaissant les problèmes d'énergie que nous avons aujourd'hui? Même si le chef de l'État, dans son dernier discours, a parlé d'un projet lié justement à l'utilisation de nouvelles énergies. Alors, c'est une chose de posséder des ressources et c'en est une autre de pouvoir les exploiter. D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité? Parce que quand on parle de ça, on a bien évidemment des références comme des États-Unis qui ont une bonne réserve de gaz de schiste et tout ça. Mais il faut avoir la technologie pour pouvoir l'exploiter. Si maintenant dans notre zone, non seulement dans notre zone on a un problème de technologie, c'est également le cas dans notre pays. Ce sont des pistes de solutions, mais des pistes de solutions sur le long terme. Aujourd'hui, on a un problème urgent, si je peux m'exprimer ainsi, qui est un problème d'énergie. Un problème d'énergie, on en parle, et d'ailleurs on n'aurait pas pu faire cette émission sans énergie, c'est très important. Et est-ce que l'exploitation des gaz de schiste, est-ce que l'exploitation des nouvelles ressources est une solution rapide pour sortir de ce problème? À mon sens, je pense que non. Ce n'est pas la solution rapide pour l'instant. C'est une solution sur le long terme qui pourrait nous permettre d'éviter des situations que nous rencontrons actuellement. Mais pour l'instant, je pense que nous devons d'abord nous appesantir sur les ressources que nous utilisons actuellement, renouveler nos investissements et des équipements aussi quand on parle d'investissement. Parce que aujourd'hui, je le disais, hein, je ne vais pas sortir complètement du cadre. Je le disais il n'y a pas longtemps que le plus souvent, le problème n'est pas les dirigeants, mais parfois, ça se trouve dans les investissements. On peut changer 10, 15 directeurs généraux aujourd'hui dans une structure. Ça ne va pas forcément résoudre le problème. Absolument. Parce que le plus souvent, on a des équipements qui datent des années, qui ne subissent pas la bonne maintenance. On a des réseaux qui sont enfouis dans des entreprises qu'il faut d'abord démanteler. Il faut faire un nettoyage complet pour pouvoir sortir d'une certaine situation. Et donc, effectivement, on peut utiliser pour revenir sur notre thème, on peut utiliser des ressources, des nouvelles ressources d'énergie, mais pour un peu plus sur le long terme que sur le court terme. Je sais que M. Mbeng parle souvent des crypto-monnaies. Alors, quel est le rôle des nouvelles technologies dans la transformation des marchés financiers?
Les nouvelles technologies jouent un rôle essentiel dans la transformation des marchés financiers et puis ce sont des éléments qu'on prend déjà beaucoup en considération dans les différentes plateformes. Si on prend par exemple la digitalisation, elle facilite l'accès aux services financiers. D'accord, donc on en parlait tout à l'heure, ou dans d'autres zones où tout est déjà presque digitalisé. Et ça permet, quel que soit où on se trouve dans la zone, de pouvoir effectuer une opération financière. Et donc, cet élément de digitalisation a permis à plus de 60% de la population d'accéder à des comptes bancaires dans l'année 2023, contre 30% en 2019. Donc, on a eu une augmentation de 100% sur les 2 années. Et en digitalisant, on élargit également la base de l'inclusion financière. Effectivement. Et donc, en dehors de la digitalisation, on a également les fintech. Les fintech aujourd'hui qui trouvent des solutions rapides, efficaces. Par exemple, on a des plateformes de prêts en ligne et qui ont vu une augmentation de plus de 40% des demandes et des crédits, rendant le financement plus accessible pour les petites entreprises. Donc, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir faciliter. Vraiment, l'idéal aujourd'hui, c'est que l'opération financière ne soit plus un mythe, ne soit plus une complication, que ce soit sur des marchés boursiers, que ce soit sur des opérations simples, des opérations bancaires simples. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que quelqu'un étant chez lui puisse résoudre tous ces problèmes financiers depuis sa plateforme. Donc les nouvelles technologies jouent également un rôle très important. Et pour citer un dernier qui est également considéré, on parle des blockchains. Donc les blockchains améliorent la transparence et la sécurité des transactions. Donc on ne peut pas parler de digitalisation, d'accès rapide, sans aborder la question de sécurité. Et c'est là où des blockchains interviennent pour pouvoir sécuriser tout ce qu'on fait comme opération financière en ligne. Donc, ce sont ces différents éléments technologiques qui participent effectivement, ou si on les met tous en place dans notre région, pourront participer à l'amélioration et pourquoi pas à rendre notre zone je voudrais rester dans votre logique, justement, lorsque vous parliez d'inclusion financière. Est-ce que ces mêmes méthodes ou cette même politique ne devrait pas intéresser justement le secteur informel? Alors, pour que ça intéresse le secteur informel, moi je pense que je suis pas très à l'aise avec l'amélioration du secteur informel, parce que je n'encouragerais pas à améliorer ce secteur. Ce que moi je dirais, c'est il faut rendre ce secteur informel formel. D'accord. C'est mieux de le rendre formel, et en le rendant formel, on peut bien évidemment appliquer toutes ces méthodes, parce que le secteur informel est une perte pour l'économie nationale, est une perte pour l'économie régionale, parce que ce sont des transactions qu'on n'arrive pas à contrôler. On ne les contrôle pas. Et donc, si ce n'est pas contrôlé, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça respecte les normes sécuritaires? Est-ce que ça respecte tout ce qu'il y a comme procédure d'exécution avant mise en œuvre? Donc, ce sont toutes ces questions qu'on se pose. Donc, l'idéal serait de demander aux politiques de s'intéresser à tous ces secteurs et voir dans quelle mesure les rendre formels pour pouvoir appliquer toutes les innovations nécessaires autour pour que ce soit plus performant. Vous avez parlé tout à l'heure de la technologie blockchain, et c'est une technologie qui vient de temps en temps quand on parle de crypto-monnaies. Alors, est-ce que les crypto-monnaies aujourd'hui font déjà partie des réalités des marchés financiers? C'est une discussion, c'est un sujet d'actualité dans des marchés financiers plus développés que les nôtres. Là-bas, c'est une discussion. Dans certains, c'est déjà considéré comme étant un produit que l'on peut mettre sur le marché financier. Mais c'est encore très discutable, parce que tout ce qui est monnaie numérique est le plus souvent très difficile à contrôler, parce que toute économie repose sur une économie réelle. D'accord? Et je pense que dans notre zone, c'est pas quelque chose qu'on mettra
dans nos produits très rapidement. Parce que ça demande de prendre au préalable certaines mesures, de prendre certaines précautions. Commençons déjà par bien faire fonctionner tout ce qui est économie réelle avant de pouvoir s'intéresser au Bitcoin et tout ce qui tourne. Alors justement, selon vous, comment renforcer la collaboration entre les États membres pour dynamiser justement les marchés financiers? Je parle de la sous-région. Alors, le renforcement des collaborations entre les États membres passe bien évidemment par la dynamisation des marchés financiers. Il faut tout d'abord créer un cadre réglementaire harmonisé, comme on l'avait déjà abordé, afin de faciliter les investissements transfrontaliers. Par exemple, un accord sur les normes de cotation permettra d'attirer davantage d'entreprises et de se lancer en bourse, augmentant ainsi le volume de transactions de 30% d'ici la fin d'année 2025. Par la suite, mettre en place des initiatives de partage d'informations financières entre les États membres pour améliorer la transparence et la confiance des investisseurs. Parce que c'est un problème qu'on rencontre souvent où les États, où chaque État parle de la sensibilité des informations financières. Et ce qui fait que on ne peut pas, comment le dire, on ne peut pas faire une consolidation de toutes les informations financières de la région sans pour autant être sûr de la fiabilité des informations fournies par chaque État. Donc ça aussi, c'est un premier point qu'il faut développer. Il faut créer de la transparence, il faut créer de la confiance entre les États pour pouvoir être en mesure de mettre à disposition les différentes informations financières. Et justement, peut-être, le temps qui nous est imparti est tellement court. Mais alors, quelles réformes prioritaires pour rendre les marchés financiers de la CEMAC plus compétitifs à l'échelle africaine et pourquoi pas mondiale? Alors, comme je le disais déjà un peu plus haut, moi je pense que la première réforme devra être d'améliorer la transparence et la gouvernance des entreprises en instaurant les normes de reporting financier conformes aux standards internationaux. Parce que c'est très important. On ne peut pas faire du pilotage sans être sûr d'avoir une information fiable. Si l'information n'est pas fiable, on prendra des décisions qui ne sont pas également fiables. Absolument. Ouais, qui ne vont pas permettre de résoudre des problèmes. Donc, en le faisant, on pourrait attirer jusqu'à 30% d'investissements supplémentaires d'ici fin 2025. Et vraiment, ce n'est pas rien. Puis, il faut la modernisation des infrastructures. Vous allez voir que tout au long de nos échanges, on a presque abordé tous ces problèmes-là parce que s'il n'y a pas une fiabilité d'informations financières, s'il n'y a pas une modernisation des infrastructures technologiques, on va se retrouver toujours dans les mêmes problèmes. Donc, aujourd'hui, il faut déjà améliorer ces infrastructures technologiques de sorte à pouvoir permettre une mise en place des plateformes de trading électronique pour réduire les coûts de transaction de plus de 20%. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas des plateformes de trading, on va utiliser encore des moyens standards qui existent pour pouvoir faire des investissements sur les différents marchés. Et à chaque fois qu'on fera une opération, il y a forcément des coûts qui sont derrière. Donc ce sont toutes ces choses qui font peut-être en sorte que la population aussi ne soit pas trop intéressée par ces transactions. On lui dira peut-être pour investir, pour faire tel, la banque te coupera tant. Et ce sont tous ces éléments qui peuvent ralentir le développement dans la sous-région. Et en dernier ressort, on va parler, comme je le disais, de la promotion des produits financiers disponibles. Qui, je ne sais pas si vous avez déjà fait un micro-trottoir là-dessus, et vous, journalistes, je vous invite à le faire, de faire ce tour-là et demander à la population... Qu'est-ce que vous savez de la BVMAG ou des marchés financiers de notre région? Quels sont les produits financiers qui sont disponibles alors que le résultat ne sera pas satisfaisant? Parce qu'il y a un manque d'informations financières. Il y a un manque d'informations et il faudrait également mettre un accent là-dessus pour pouvoir rendre les marchés financiers de la CEMAC plus compétitifs à l'échelle africaine et mondiale. Nous arrivons au terme de cette émission. Pour votre mot de la fin, M. Charles Besnik-Mbeng, quel conseil pour les entreprises locales souhaitant lever des fonds via la BVMAC? Alors, en termes de conseils pour ce qui est des entreprises locales, il est important de préparer un dossier solide.
Raison pour laquelle on parlait tout à l'heure de la fiabilité des informations. Parce que la première chose, ce sera le dépôt d'un dossier. Donc, préparez votre dossier, soyez sûr que vous avez toutes les informations parce qu'il y a une étude qui se fera derrière, des vérifications, de s'assurer que les informations disponibles sont exactes. Ensuite, il faut faire un business plan détaillé. C'est très important parce que c'est le business plan détaillé qui nous permettra de voir votre stratégie économique, votre modèle économique pour pouvoir juger de la fiabilité de votre projet ou pas. Ensuite, il est conseillé de se conformer aux normes de transparence car on a 70% des investisseurs qui privilégient cet élément qui est très important, la transparence. Et la transparence renvoie également à la fiabilité, à la méthode de vérification qui peut nous permettre de se dire ah tiens, il a fait 100 milliards de chiffre d'affaires en 2023. On est capable de vérifier et de s'assurer que effectivement les 100 milliards ont été réalisés. Donc ce sont des éléments qu'il faut mettre en avant. Déjà un dossier solide, d'accord, préparer un très bon business plan, s'assurer de la transparence de ces informations et enfin envisager des partenariats stratégiques avec d'autres entreprises pour pouvoir renforcer la crédibilité financière de votre entreprise. Donc aujourd'hui, moi j'invite les entreprises vraiment qui sont en mesure de fournir une information fiable d'aller sur le marché financier. J'avoue que c'est pas facile parce que le marché financier exige certaines normes, dont tout ce dont on a parlé, et ce ne sont pas toutes les entreprises nécessairement qui sont à même de les fournir. Donc je vous invite effectivement, vous des entreprises, vous des structures, des prix particuliers qui veulent lever des fonds sur des marchés financiers, à le faire parce que c'est très important. Vous n'êtes pas peut-être informé des avantages qui sont peut-être mis à votre disposition, mais ce sont des moyens très sûrs et fiables pour pouvoir avoir des financements et investir. Encore merci à vous. L'avenir des marchés financiers de la CEMAC, c'est le thème de l'émission de Gabon Eco de ce jour. Nous avons reçu, pour mieux comprendre ce sujet, Monsieur Charles Besnik Mbeng. Il est expert financier et consultant auprès des Nations Unies, de la Banque des États de l'Afrique centrale et de la Société d'incubation numérique du Gabon, SING. Encore monsieur, merci de votre disponibilité. Merci à vous. À la prise de son, Wilfried Nzo Ontoutoum, nous disons merci à Patrick Demabio du service web, Gérard Malekou et moi Fabien Guy au Kimvile. Nous lui disons merci d'avoir été la nôtre. À bientôt sur nos antennes.